Ah oui. Bonjour Azika, je n'ai plus votre Heu, image. oui, bonjour, je vous ai perdu, je pense, Je vous entends, mais ça marchait il y a 2 secondes. je vais essayer encore une fois parce que là, je vous vois plus. OK, Ah, ça y alors est, ça revient, ça revient. voilà, on vous voit. Alors attendez, tac, je vous mets là. Parce que, en fait, j'ai pas pu me connecter avec mon ordinateur et là, j'ai essayé avec le téléphone. Ouais. Ça arrive même au meilleur, donc je ne vous reprocherai rien. Donc Razika, déjà, je tenais à m'excuser parce que et auprès de nos auditeurs, parce qu'on avait fait un super entretien, sur la question, de la, question syrienne, il y a pas très longtemps. Et pour un problème technique improbable, l'entretien s'est perdu. Je ne sais pas, je ne le retrouve pas. J'ai fait des recherches sur les disques durs, il a été sauvegardé quelque part, je ne sais pas où. Et donc probablement parce que, en allant vite, tous les projets sont nommés, projet 1, projet 2, projet 3, heu, je je ne retrouve pas, cet entretien, ce qui est très dommage, mais on aura l'occasion d'en faire. Mais c'est pas pour ça, heu, qu'on vous a fait venir aujourd'hui. On vous a fait venir parce que vous avez écrit un texte très intéressant que je vais partager ici, donc avec, nos téléspectateurs. Donc c'est un texte qui est écrit originalement, reprenez-moi si j'ai tort, pour, Marianne Oui. et que vous avez repris sur votre site internet, donc je vais partager. Et donc c'est, un texte par rapport aux propos d'Éric Zemmour. Alors juste, je partage, voilà. Et donc qui, dit que l'Algérie est une construction française et donc bah, c'est pas un vrai pays. Donc pourquoi justement, vous avez ressenti, donc alors juste je représente, hein, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes philosophe Islamologue. voilà, islamologue. Je ne sais pas pourquoi je voulais dire ismolologue, c'est pas sismologue, c'est islamologue. Et vous avez écrit un certain nombre de livres, dont le dernier, qu'on avait présenté il y a pas très longtemps, donc qui est «En finir avec l'islamisme», c'est ça exactement le titre? Je veux pas me tromper. Sortir de l'islamisme. «Sortir», pardon, mais qui veut dire un peu la même chose. Oui. Voilà. Et donc vous avez écrit, ce texte en réaction aux propos d'Éric Zemmour. Pourquoi, vous avez ressenti ce besoin de réagir aux propos d'Éric Zemmour? Au fait, tout d'abord, Éric Zemmour a dit, exactement que l'Algérie n'a jamais été une nation, qu'elle n'a jamais été un peuple, qu'elle n'a jamais été un État, qu'elle n'a jamais été souveraine. Trop de jamais ont qui se sont succédés et avec ce terme «jamais» et donc il nie toute l'histoire de l'Algérie et donc ces propos, évidemment, sont historiquement faux. Et comme, je l'ai expliqué, dans mon article, c'est que Zemmour, répète justement des idées reçues et moi je voulais, répondre à ces propos pour, plusieurs raisons. La première raison, c'est que Zemmour est un homme politique que beaucoup de gens écoutent et suivent. La deuxième, c'est que les propos d'Éric Zemmour, son texte a été repris par certains journaux, certains médias, disons français, ce qui a donné donc à ses propos plus de visibilité. La troisième raison, c'est que, même des idées fausses, ces personnes ne disent qu'elles sont fausses, elles peuvent s'ériger en vérité et même en vérité absolue et avec le temps, on aura même du mal à dire qu'elles ne sont pas des vérités. Il suffit de regarder autour de nous pour le constater et justement, dans l'ouvrage que vous avez cité, Sortir de l'islamisme, je parle justement d'une idée reçue. Celle-ci a été portée, au départ par, des universitaires et
qu'on a du mal aujourd'hui à remettre en cause. Pourtant, c'est une idée qui n'a aucun fondement, ni historique, ni théologique. Et cette idée, c'est celle qui dit que l'islamisme veut dire l'islam politique, et l'islam politique n'a rien à voir avec l'islam, et c'est même un mouvement contemporain. Cette idée qui est complètement fausse sur le plan historique et sur le plan théologique. Mais j'ai constaté qu'en France, j'ai du mal à l'expliquer aux Français et à le dire même, que ce soit les Français non musulmans, mais aussi les Français musulmans. Alors que l'idée en elle-même n'existe pas du tout, n'est pas connue chez les musulmans qui ne vivent pas en Occident. Le terme lui-même, islamisme, n'est pas connu dans l'histoire de l'islam et de la pensée musulmane. Ceci est un exemple de ces idées reçues, fausses, mais qui s'érigent en vérité absolue. Donc pour moi, ne pas réagir revient à dire quand on peut réagir, évidemment, quand on a le temps de le faire, quand on a les moyens qui nous permettent de le faire. Ne pas le faire, c'est être un petit peu complice de ces idées fausses qui, se présentent comme des vérités absolues. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'il était, nécessaire que j'écrive cet article qui revient un peu sur l'histoire de l'Algérie, mais d'une manière très, très résumée, évidemment, étant donné qu'il ne s'agit que d'un article de presse. Mais alors c'est pour vous, c'est quoi les erreurs les plus flagrantes justement, heu, que mmh, que Éric Zemmour fait dans son constat? Éric Zemmour dit que l'Algérie, c'est le nom qu'on donne aujourd'hui à cette partie géographique du monde. Il dit qu'elle n'a jamais été un État. Évidemment, c'est une idée fausse, étant donné que dans le passé, hem, je veux dire dans l'époque, à l'Antiquité, je veux dire même avant l'islam, donc il y a eu une histoire, de l'Algérie qui est connue et même des États qui ont vu le jour, sur cette partie du monde. J'ai donné l'exemple, du royaume de la Numidie, qui s'étend de 200, je pense 202 avant, Jésus-Christ jusqu'à 46 avant, Jésus-Christ. Je dirais à peu près, 1 siècle et demi. Donc c'est un royaume, qui est très connu dans l'histoire, du nord de l'Afrique. Il a été fondé par Massinissa et tous les Nord-Africains connaissent Massinissa. Donc tous les Nord-Africains savent très bien que Zemmour, ne disait pas la vérité. Et c'était un roi berbère, un des plus grands, rois berbères et il a fondé le royaume de la Numidie qui s'étend qui a pris d'abord, Constantine comme capitale et qui s'étend de la Tunisie, jusqu'à une partie du Maroc, d'aujourd'hui. Donc c'est un royaume qui est connu et Massinissa était un bâtisseur donc d'un grand État et une grande civilisation, comme le dit Gilbert Meinier, qui est un historien français. Donc il y a beaucoup d'historiens quand même qui ont travaillé sur l'histoire, non pas de l'Algérie seulement, mais du nord de l'Afrique en général, et il est important de se référer à ces historiens. Personnellement, je ne suis pas historienne, mais j'ai fait référence à ces historiens pour dire qu'il y a des historiens qui ont travailler sur, cette partie de l'histoire du nord de l'Afrique qui est intéressante à connaître et qui montre que les propos de Éric Zemmour sont complètement faux. Ceci concernant l'histoire de la partie avant l'islam. Ensuite, il y a l'histoire, du nord de l'Afrique et de l'Algérie en particulier, après l'islam et là aussi, on constate qu'il y a eu beaucoup d'États qui ont été, fondés par les autochtones et les autochtones sont des berbères qui ont fondé donc plusieurs États et dans mon article, je crois que j'ai cité, 1 ou 2 de ces États qui sont, très connus, dans l'histoire du Maghreb. L'État ziyανide qui a duré environ 3 siècles
Il a été fondé par Yermo Rasson, qui est le nom lui-même montre que son fondateur était berbère et c'est, un État qui a, occupé, tout le Maghreb central pratiquement. Il y a aussi d'autres royaumes, évidemment, qui ont vu le jour sur cette partie du monde, pour toujours démentir les propos d'Éric Zemmour qui disait que l'Algérie n'a jamais été un État, n'a jamais été un peuple et n'a jamais été aussi une nation, parce qu'il le dit également. Et moi, dans cet article, j'ai parlé de Massinissa qui a unifié la Numidie orientale et la Numidie occidentale. Et s'il y a unification, c'est qu'il y a quelque part un désir de ces deux peuples de vouloir vivre ensemble. Et la nation, c'est justement ce sentiment de vouloir vivre ensemble, comme le définit d'ailleurs Ernest Renan lui-même. La nation, les frontières géographiques peuvent participer à l'émergence de ce sentiment de nation, de vouloir vivre ensemble, mais la nation en elle-même, euh, elle a besoin pour se construire de plusieurs facteurs, dont le sentiment de vivre ensemble. Et, et plusieurs facteurs peuvent participer à créer ce sentiment d'un peuple de vouloir vivre ensemble, de vouloir construire quelque chose ensemble, et aussi le sentiment d'avoir un passé commun. Et je pense que dans l'histoire de l'Algérie, il y a eu beaucoup de moments où ce sentiment euh, euh, de vouloir vivre ensemble, de construire quelque chose ensemble, qui montre qu'il y a eu une nation. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'étapes dans l'histoire de l'Algérie où cela a existé. Mais alors ces idées, que porte Éric Zemmour, certaines sont largement partagées en France. Comment vous expliquez cette persistance de ces idées dans l'espace public? Je n'ai pas parlé tout à l'heure d'une autre idée reçue qui est complètement fausse également. C'est celle qui considère que le Maghreb a été envahi par les Arabes, donc qu'il y a eu un remplacement de la population autochtone, qui est la population berbère, par une autre population venue de l'Arabie, qui est une population arabe. Évidemment, cette idée reçue est complètement fausse. J'ai travaillé sur ce point particulier, sur ce sujet particulier, et je suis arrivée à une conclusion que l'Algérie n'a jamais été colonisée par les Arabes, pas que l'Algérie, le nord de l'Afrique, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et même la Libye, et que ce sont les populations autochtones, donc les Berbères, qui en grande partie se sont arabisées. Mais l'arabisation s'est faite sur plusieurs étapes, plusieurs siècles. Je veux dire, quand les Français sont arrivés en Algérie en 1830, une grande partie de la population maghrébine était encore berbérophone. Malgré cela, Napoléon III, quand il arrivait à Alger le 17 septembre 1860, il a dit tout simplement qu'il s'adressait aux 3 millions d'Arabes, alors qu'il s'adressait en réalité aux 3 millions de Berbères et de berbérophones à l'époque même. Et donc pour, dans cet article, je démontrais également que cette idée reçue est fausse, et c'est un sujet auquel j'ai consacré la deuxième partie de mon ouvrage, La nécessaire réconciliation. Tout à fait. Alors, justement, est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté politique d'entretenir ces clichés historiques ou c'est simplement de l'ignorance? Je pense qu'il y a les 2, et pour certains, que ce soit en France ou au Maghreb, il y a, beaucoup qui ne le savent pas, donc c'est une idée reçue qu'ils ne remettent pas en cause, et elle s'installe. Les idées reçues, il faut les questionner, il faut les remettre en cause, et il faut les remettre en cause avec un travail scientifique. Et bon, donc beaucoup ne le font pas ou ne cherchent pas à savoir si certains l'ont fait ou pas. Et concernant, une autre partie de la population, comme c'est le cas, de Zemmour, par exemple, je pense qu'il y a derrière, une volonté politique, évidemment.
je comprends. Mais alors, est-ce que justement en France, pays qui a colonisé l'Algérie, mais aussi qui a beaucoup, d'algéro-descendants, je ne sais pas exactement comment on dit, du moins de descendants, d'Algériens, est-ce que il n'y a pas un enjeu mémoriel justement important en France? Parce qu'on a un lien très fort avec l'Algérie. Comme je l'ai dit dans l'article, je pense qu'il y a une théorie eh, qui a essayé évidemment, qui a voulu, qui avait comme objectif, de justifier la colonisation en disant qu'en Algérie, il n'y avait rien, donc coloniser une terre où il y avait, personne, il y avait rien, où il y avait un peuple qui n'était ni un État, ni un peuple d'ailleurs, ni une nation, donc, dans ce cas-là, la colonisation, peut être légitime. Qu'aujourd'hui, Zemmour, répète encore cette idée, je ne comprends pas réellement pourquoi, étant donné que la colonisation, de l'Algérie par la France, hem c'est une étape de l'histoire de l'Algérie qui est terminée il y a aujourd'hui 62 ans, même, peut-être un peu plus. Donc, je ne vois pas l'utilité d'utiliser encore cette théorie et de répéter encore ce discours. Évidemment, c'est un discours comme, je l'ai expliqué dans l'article, qui est complètement faux et le fait, de le dire et de réagir est très important pour que, certains Français, le savent également. Il faut le dire, c'est important. Je pense que, heu, beaucoup des historiens ont déjà réagi aux propos, d'Éric Zemmour comme, Benjamin Stora et mais j'ai essayé de mon côté aussi de, réagir à ces propos pour, justement remettre en cause ces idées reçues. Les remettre en cause avec un travail historique évidemment et de toute manière, Éric Zemmour était un homme politique et Ibn Khaldoun, qui est un historien et un sociologue, maghrébin qui est mort en 1406 et qui a travaillé, donc il a écrit le livre, «L'histoire des Berbères» qui est très connu, mais il n'était pas juste, uniquement un historien, il était également un penseur, qui a essayé de mettre en place les fondements d'un travail historique scientifique. Donc il a essayé d'expliquer comment, le travail d'un historien doit être fait pour que l'histoire, comme il le dit lui, ne soit pas, hem, pour qu'un historien ne soit pas une personne qui raconte des histoires, mais qui fait de l'histoire. Donc pour Ibn Khaldoun, ce ne sont pas des histoires qu'on raconte. L'histoire est un travail historique qui doit répondre à certaines, conditions, à une certaine méthode de travail. Et dans son livre, Ibn Khaldoun s'est aussi posé la question sur les causes qui font que l'erreur s'introduit dans le travail d'un historien. Il a cité plusieurs erreurs, plusieurs causes de ces erreurs. Parmi ces causes, il a dit qu'un historien qui est très proche du pouvoir ou de la politique ou des politiques ne peut pas, hem, dans son travail, évidemment, beaucoup d'erreurs s'introduisent dans son travail. Donc, une des causes de l'erreur, dans le travail d'un historien est due au fait que l'historien est trop proche du pouvoir ou de la politique. Dans mon ouvrage, j'ai dit que Ben Khaldoun lui-même était trop proche du pouvoir et de la politique, mais Zemmour est lui-même un homme politique. Donc, le fait qu'il soit un homme politique ne peut pas être en même temps un homme ou un historien. Donc, ce qu'il dit, c'est de la politique et non pas de l'histoire. Oui, en fait, ce que vous dites, c'est que Éric Zemmour, est un conteur d'histoire, mais ne fait pas de l'histoire. Il ne fait pas de l'histoire au sens d'une discipline scientifique comme elle doit l'être. Parce que justement, lui, il se présente comme le défenseur de l'histoire contre le politiquement correct. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment
que remettre en question donc le récit d'Éric Zemmour, c'est nier une partie de la vérité historique? Alors vous avez déjà plus ou moins répondu, mais Oui, voilà, Éric Zemmour n'est pas un historien, tout simplement. oui, non, mais ça paraît une évidence. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est historien et qu'il a une connaissance de l'histoire importante. Et la preuve, l'article que j'ai écrit Mmh. démontre, le contraire. Donc Éric Zemmour n'est pas un historien. Dans son article, si je peux l'appeler comme ça, il a dit que l'Algérie, était colonisée par les Arabes, ce qui est historiquement faux, que l'Algérie a été occupée par les Turcs. En réalité, c'est une partie de l'Algérie qui a été occupée par les Turcs et non pas toute l'Algérie, et je l'ai démontré aussi dans l'article. J'ai, mmh, cité 3 royaumes, qui existaient en Algérie au moment où, Alger était, prise par les Turcs. Éric Zemmour, son discours n'est pas celui d'un historien, mais d'un homme politique. Mais alors est-ce que le problème vient pas aussi, de l'Algérie qui elle-même a construit, un récit national après, la fin de la colonisation qui serait, lui-même, pas exact par c'est-à-dire qu'on serait, sur 2 récits inexacts de la réalité historique de l'Algérie? L'histoire, de l'Algérie, par exemple, le point précis, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'Algérie, pas que l'Algérie, le nord de l'Afrique et tous les pays, berbères du nord de l'Afrique ont été, colonisés par les Arabes, est une histoire, qui est complètement, qui ne correspond pas, à la réalité. C'est une des histoires qu'on raconte, mais qui n'est pas réelle. Et dans mon ouvrage, j'ai essayé d'expliquer, dans mon ouvrage «La nécessaire réconciliation», j'ai essayé de comprendre d'où venait cette idée. Évidemment, c'est une idée qui a des, facteurs, religieux, des facteurs, politiques, le pouvoir. Étant donné que dans la, comment dirais-je? Dans la théorie, politique, sunnite et chiite, le pouvoir revient aux Arabes. Pour les chiites, le pouvoir revient aux Arabes qui font partie de la famille du prophète, qu'on appelle en arabe Ahlul Bayt, les plus proches du prophète qui sont Ali, sa fille Fatima, Ali est le mari de Fatima et les descendants donc d'Ali et de Fatima. Ceci pour les chiites. Pour les sunnites, le pouvoir revient, à la tribu de Quraysh, qui est la tribu du prophète. Et à l'époque, lors des premiers siècles de l'islam, il fallait soit appartenir à la famille du prophète, chez les chiites pour pouvoir arriver au pouvoir, et chez les sunnites, il fallait appartenir à la tribu du prophète. Pour les berbères qui se sont islamisés, et qui ne voulaient pas abandonner le pouvoir aux Arabes, beaucoup ont, prétendu avoir des origines arabes pour pouvoir avoir cette légitimité politique. C'est ainsi que, personnellement, je l'explique, après un travail évidemment, sur, plusieurs, comment dirais-je? Éléments historiques et théologiques. Le deuxième facteur qui explique, l'idée qui s'est mise doucement et progressivement en place, selon laquelle, les Maghrébins sont des Arabes ou une grande partie des Arabes qui sont venus de l'Arabie. Cette idée, on peut l'expliquer aussi par, l'excès de zèle religieux chez les populations du nord de l'Afrique. C'est ainsi que je l'explique. L'excès de zèle religieux est une idée que Ibn Khaldoun lui-même a soulevée dans son ouvrage. Et Ibn Khaldoun lui-même a soulevé dans son ouvrage également le désir des Berbères de prétendre avoir des origines arabes. Donc, ce sont des idées que j'ai retrouvées dans l'ouvrage d'Ibn Khaldoun, Ibn Khaldoun a vécu donc au 14e, début 15e siècle. Et personnellement, j'ai fait le lien entre les deux. Pour moi, si ces populations ont
prétendu avoir des origines arabes ont négligé ou même dénigré leurs propres origines, cela s'explique également par cet excès de zèle, l'excès de zèle qui veut dire un extrémisme religieux. Donc, comme je le dis dans mon ouvrage, beaucoup de Berbères ne se sont pas contentés d'être musulmans, ils voulaient en plus de cela être arabes par excès de zèle religieux. Et aujourd'hui encore, ce que je remarque dans les sociétés maghrébines, plus la personne ou l'individu est dans une pratique fondamentaliste de l'islam, plus il rejette l'histoire, il rejette l'identité berbère de son pays, l'histoire ancienne de son pays, quand je dis ancienne, c'est-à-dire l'histoire avant l'islam. Il rejette tout cela parce qu'il ne veut pas reconnaître ou se rappeler que quelque part il n'est pas arabe ou son pays n'est pas arabe. Donc il y a des facteurs politiques, des facteurs théologiques qui expliquent ce phénomène. Aujourd'hui, au Maghreb, que ce soit au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie et même en Libye, il y a un désir de se réconcilier avec cette histoire ancienne de ces populations, avec leur identité, ce que je regarde avec, comment dirais-je? Je pense que c'est très, très positif, de le faire parce que pour moi, que ce soit un individu ou une personne, on il ne peut pas avoir, de relation ou une relation sereine avec l'autre s'il n'a pas une relation sereine avec lui-même. Donc cette réconciliation avec soi est très importante. Il y a aussi le fait qu'on ne peut pas construire un avenir si on rejette son histoire ou si on a honte de son histoire. Donc, c'est pour cela que mon ouvrage, je l'ai intitulé La nécessaire réconciliation, parce que je pense que cette réconciliation est nécessaire pour construire un avenir meilleur. Malheureusement, les Maghrébins qui vivent en France, les Français d'origine maghrébine, eux, continuent à négliger leur histoire, à prétendre toujours qu'ils sont arabes et à se présenter comme arabes, ce qui montre qu'il y a une difficulté en France aujourd'hui pour les Français d'origine maghrébine ou pour les Maghrébins de se dire tout simplement berbères et non pas arabes. Donc il y a toute une pression sociale en France qui oblige quelque part ces populations ou ces Français d'origine maghrébine à dire eux-mêmes qu'ils sont arabes, autrement dit à nier leur identité et leur histoire. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, dès l'enfance, les enfants, on parle d'arabe, c'est-à-dire qu'on on parle pas de maghrébin alors que factuellement et si on prend les chiffres, il y a très peu d'arabes en France. Oui. Et il y a beaucoup de maghrébins, beaucoup de nord-africains, mais il y a pas quasiment pas d'arabes. Donc c'est vrai que c'est important de remettre un peu, heu j'allais dire l'église au centre du village, mais c'est un peu ça, c'est 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 une réalité. C'est-à-dire que comme nous, on n'est pas allemands, les Français sont pas allemands, on n'est pas espagnols. Ce serait bizarre de qu'on se prétende espagnol ou allemand ou je ne sais ou anglais. Bah non, on est français. Donc c'est mais effectivement, dans ce cas-là, il y a cette fracture, identitaire qui peut marcher. Alors que pourtant, la distance, je crois que la distance de l'Algérie à la péninsule arabe doit être supérieure de la distance de la France à Moscou. Pas que l'Algérie, hein, ce phénomène, on le retrouve, dans tout cette partie géographique que j'appelle le monde de berbère. Elle s'étend des îles Canaries à, Siwa en Égypte et du nord du Mali au nord et Mali et le nord du Mali et du Niger. Donc c'est un territoire qui est très, très vaste, mais pendant des siècles, aujourd'hui, hem pendant des siècles, ces populations ont elles-mêmes nié, leur histoire et leurs, origines, mais je vois que ça continue, même, en Occident.
Heu, même si on le dit, même si on le répète, plusieurs le disent d'ailleurs, je ne suis pas la seule, mais il y a des idées reçues qui sont dures à faire, disparaître ou à combattre et celle-ci en fait partie et Éric Zemmour l'a répété dans son dans son texte et je voudrais souligner une chose, pour certains, les Berbères sont les Kabyles seulement. Les Kabyles est une branche des Berbères, mais le peuple berbère est beaucoup plus large, que les Kabyles. Il ne se limite pas aux Kabyles et si, par exemple, en Algérie aujourd'hui, des berbérophones existent dans plusieurs endroits, comme chez les Touaregs qui parlent le berbère, vers Cherchell aussi, les gens parlent le berbère encore aujourd'hui, même si c'est pas toute la population. On retrouve aussi les berbères au Mzab, je ne veux pas dire berbère, mais berbérophones, c'est-à-dire ceux qui continuent à parler le berbère. En Égypte, à Siwa, il y a encore des berbérophones. Au Maroc, il y a une grande partie de la population qui est encore aujourd'hui berbérophone. Donc, la berbérité ne se limite pas à la Kabylie, comme Éric Zemmour a essayé de le faire entendre dans son article. Mmh. Oui et d'ailleurs, pour aller à l'appui de la génétique vient à l'appui de ce que vous indiquez parce que, globalement le génotype, heu, dans l'ensemble du Maghreb, par exemple, il est quand même très nettement, différent du génotype qu'on peut avoir, en Arabie Saoudite, par exemple. C'est-à-dire que très clairement, il y a la chaîne Hérodote avait fait un très bon sujet, on le mettra peut-être en lien, sur justement, tout ce qui était tout ce qui était l'apport, comment dire? Génétique, berbère et comment ça avait évolué et en fait, on se rend compte que ça a pas tellement bougé, en réalité et donc ça, c'est une chose. J'avais une question, est-ce que, le rapport, Stora sur la mémoire de la colonisation et la guerre d'Algérie, il a suscité des réactions contrastées, mais, quelle est votre opinion sur ce travail et donc sur ses éventuellement sur ses limites? Et puis éventuellement, on pourra peut-être parler aussi de la question à l'inverse aussi, de pourquoi la droite dure française entretient une vision nostalgique de l'Algérie française. Sur le rapport de Benjamin Stora, je ne pourrais pas dire grand-chose étant donné que je n'ai pas, suivi de près, ce sujet. Pour la droite française, je pense que c'est pour des raisons politiques, tout simplement et électorales et en France, il y a la gauche, qui essaie d'avoir, des voix, du côté des je dirais même des islamistes, conservateurs. La droite, elle essaie aussi de l'autre côté d'avoir, des voix, mais, ce n'est pas, je veux dire leur discours n'a rien à voir avec la réalité, historique, théologique, et scientifique, de ce que un historien ou un islamologue ou un chercheur, dans son domaine peut, dire. Donc, ça reste un travail, ou un discours politique et malheureux, je trouve, parce qu'il induit en erreur pas mal, de personnes, mais, ce n'est pas un travail scientifique. D'accord. Bon, est-ce que cette vision de l'histoire entretient, selon vous, une fracture entre la France, de manière générale, et une partie de ses citoyens qui est issue d'immigration, alors notamment algérienne, mais bon, d'autres pays du Maghreb, c'est le même problème? Moi, je pense que l'histoire, doit répondre, à une méthode scientifique objective et que l'histoire, on doit la prendre telle que les éléments qu'on a devant nous nous racontent et non pas comme nous, on veut qu'elle soit ou, comme nous, on veut lui faire dire. Donc l'histoire, il faut la prendre telle qu'elle est avec ses moments de gloire et ce moment de faiblesse
ces moments de défaite. C'est ça l'histoire, c'est ainsi, donc c'est la science des faits, du passé, et les faits du passé, il faut les raconter tels qu'ils sont. L'objectivité dans le domaine de l'histoire n'a jamais été, parfaite, l'histoire reste quand même un domaine qui est, très, je veux dire, la subjectivité s'introduit comme dans le travail, de l'historien. Il ne peut pas être, tout à fait en dehors, de ses sentiments. Il ne peut pas complètement nier ses sentiments et sa subjectivité, mais il doit faire le maximum pour ne pas tomber dans la falsification justement de l'histoire, au lieu de faire, un travail historique, objectif et sincère. Je le dis d'ailleurs pour les historiens, du Maghreb en général, et étant donné que beaucoup aussi ont répété des idées sur l'histoire, de l'Algérie. Par exemple, une des histoires, qu'on raconte beaucoup et qu'on retrouve dans les livres des historiens, c'est celle des Banu Hilal. Les Banu Hilal, ce terme renvoie, à une soi-disant, comme on le retrouve dans le livre d'Ibn Khaldoun d'ailleurs, c'est un terme qui désigne une tribu ou plusieurs tribus arabes qui auraient envahi le Maghreb vers le, heu, 10e, 11e siècle. Personnellement, j'ai fait, un travail d'analyse, pour voir quel est le degré, de, je veux dire, à quel point cette, théorie est réelle ou pas, et je suis arrivée à une conclusion que cette théorie des Banu Hillal est plus proche d'un mythe que d'une réalité. D'ailleurs, dans un des titres, des sous-titres ou des titres d'un des chapitres de mon ouvrage, Les Banu Hillal entre mythe et réalité. Et cette histoire, par contre, on la retrouve chez beaucoup d'historiens, et chez beaucoup d'historiens maghrébins et d'historiens français. Pourtant, personnellement, je suis arrivée à une conclusion qu'elle est plus un mythe qui a été construit justement pour donner une légitimité à l'idée selon laquelle, ou l'idée qui prétend que la population maghrébine berbère a été remplacée par une population arabe qui serait venue soi-disant de l'Arabie, vers le 10e, 11e siècle. Donc, Mmh. c'est pour donner une légitimité à ces origines arabes des populations maghrébines que cette histoire des Banu Hillel a pris toute cette ampleur. Même si je ne nie pas du tout que certains, peut-être, individus sont venus, qui appartenaient peut-être à cette, tribu, qui portait peut-être ce, nom de Banu Hillel. Mais avec, autant d'ampleur, avec, le nombre élevé de personnes qui seraient venues au Maghreb, sur le plan, d'analyse historique, sociologique, culturelle, économique, politique, elle ne tient pas. Cette théorie ne tient pas. Par exemple, si je parle juste de l'Arabie, si l'Arabie a été vidée d'un coup, d'un nombre aussi important de sa population, cela l'aurait déstabilisé sur le plan économique, sur le plan humain, sur le plan politique. Mais dans l'histoire de l'Arabie, justement, quand j'ai travaillé sur cette période de l'histoire, rien ne me dit qu'il y a eu ce bouleversement, démographique, politique, économique, dans cette partie, du monde arabe qu'on appelle, l'Arabie. Donc pour moi, et cette théorie a été tissée justement pour donner une légitimité à cette prétendue origine arabe des populations, maghrébines d'aujourd'hui. Mmh. Mais alors moi j'ai une question, est-ce que le problème vient pas aussi de l'enseignement de l'histoire en France et aussi en Algérie? Parce qu'on le voit par exemple, et je vais interpeller, nos auditeurs, typiquement, le royaume d'Éthiopie. Le royaume d'Éthiopie qui se développe, tout seul, sans colonisation, c'est personne n'en parle. C'est-à-dire que c'est évoqué quand on évoque la reine de Saba et après, plus personne n'en parle dans l'histoire,
du moins dans les cours d'histoire en France et cetera et donc on a beaucoup de gens qui d'un seul coup découvrent qu'il y avait un royaume prospère avec des empereurs et cetera qui a existé en Afrique. Et est-ce qu'on n'a pas le même phénomène? C'est-à-dire qu'au final, on va, dans l'éducation française, on parle de cette zone-là après l'arrivée de l'islam, mais tout ce qui est antérieur à l'arrivée de l'islam, c'est comme si ça n'existait pas. Et après, effectivement, ça reste, on en reparle uniquement au moment de la colonisation. Et en gros, il y a que 2 morceaux et les gens peuvent fantasmer tout le reste du puzzle, puisqu'on leur apprend pas, juste pas. C'est un peu comme, l'histoire égyptienne où on passe des pyramides à Nasser. On ne sait pas ce qui s'est passé entre les 2. Les programmes scolaires en France, concernant l'enseignement de l'histoire, je ne pourrais pas dire grand-chose parce que, je n'ai pas d'éléments qui me permettent d'affirmer, une chose ou autre. Mais ce que vous dites, concernant l'histoire ancienne, du Maghreb, c'est-à-dire l'histoire avant l'islam, ce rejet de cette histoire, n'est pas nouveau dans, la culture, des Maghrébins. Elle remonte à, des siècles très anciens. Comme je viens de vous le dire, Ibn Khaldoun lui-même a soulevé le rejet des Berbères, de leurs origines et de leur histoire. Il voulait être arabe pour des raisons politiques et pour des raisons théologiques. Et évidemment, l'histoire de l'islam, du Maghreb avant l'islam, leur rappelait que ce n'était pas vrai. Donc, il ne fallait pas parler de cette histoire qui leur rappelait justement leur histoire. Et il y a aussi le fait, que, pour les musulmans, en tout cas, d'une manière générale, mais je dirais les fondamentalistes, ceux qui sont dans une pratique, extrémiste de l'islam, l'histoire a commencé au 7e siècle. Avant le 7e siècle, c'était de l'ignorance. Donc pourquoi parler de l'ignorance? On ne parle pas de l'ignorance, il faut parler de ce qu'il y a eu après, l'islam. Donc, dans le monde musulman, d'une manière générale, à un certain moment, il y a eu ce rejet de l'histoire des pays islamisés, l'histoire d'avant la période de l'islam. Mais chez les extrémistes, l'islam n'a pas commencé seulement au 7e siècle, elle s'est même terminée au 7e siècle. Donc elle a commencé au 7e siècle et elle se termine au 7e siècle, car tout ce qui vient après les premiers musulmans, les premières générations des musulmans, le prophète et les premiers donc musulmans, après cette période, tout ce qui vient après est de l'ignorance. Donc il faut rester dans cette période-là et c'est ce que essayent toujours de faire les conservateurs, les salafistes, ramener toujours les populations musulmanes à cette période du 7e siècle. Ils veulent même ramener toute l'humanité à cette période du 7e siècle parce que pour eux, c'est la période de la vérité, de la connaissance, du savoir et donc il ne faut pas sortir du 7e siècle. Donc l'histoire pour eux a commencé au 7e siècle, elle se termine au 7e siècle. Et cela, on le retrouve évidemment dans la manière de, de dans le travail des historiens maghrébins avant de parler des historiens non musulmans et qui ont aussi repris cette façon de faire de l'histoire des pays musulmans. Concernant la France, je me suis posé la question pourquoi Napoléon III, quand il est arrivé en Algérie, donc le 17 septembre 1860, il s'est adressé aux Algériens en leur disant: «Je suis l'empereur des 3 millions d'Arabes». Alors qu'à l'époque, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'Algériens parlaient le berbère, beaucoup de Maghrébins parlaient le berbère. Il y a aussi un travail, je pas un travail, mais une explication, qui est d'ordre politique
je pense que Napoléon III voulait donc être l'empereur de deux mondes, qui est le monde de la France et le monde arabe. Pour lui, c'est plus facile de dire je suis l'empereur des Français et des Arabes et inclure tout le monde dans cette sphère, soi-disant, du monde arabe. Il voulait un monde arabe qui va de l'Algérie jusqu'en Irak, où lui serait l'empereur. Donc, il a décidé euh, de, euh, de, de présenter ce monde en deux parties. La partie française et la partie arabe. Et je pense que cette façon de représenter l'empire français continue d'exister aujourd'hui dans la conscience de beaucoup de Français qui pensent qu'en France, il y a des Français et des Arabes. On l'entend encore et elle continue encore cette représentation de l'empire, si je peux dire, aujourd'hui, de l'État français et de la société française. Mais Heu, Razika, justement, alors certains de nos téléspectateurs pointent le fait que, étrangement, les jeunes générations qui se disent arabes, être arabe en France est très mal connoté, alors qu'être berbère ou kabyle, beaucoup moins. Et pourquoi ils restent enfermés dans une arabisation ou du moins, dans une identité arabe qui n'est pas la leur et qui est mal connotée, alors qu'ils pourraient justement utiliser leur vraie identité berbère ou kabyle ou d'autres, populations anciennes de l'Algérie qui seraient beaucoup moins, stigmatisées en France. Euh, Concernant la berbérité, elle ne se limite pas aux Kabyles. Mmh. Donc les Berbères, c'est je veux dire, quand on parle des Berbères, c'est toute la population, du nord de l'Afrique qui va, heu, comme je l'ai dit, des îles Canaries à Siwa en Égypte. Donc elle ne concerne pas que les Kabyles. En France, moi j'ai constaté de toute manière, et j'ai observé le comportement de certains, maghrébins qui se disent berbères et même kabyles en Algérie et quand ils arrivent en France et quand ils sont dans les médias ou qu'ils écrivent, par exemple, ils écrivent ou ils interviennent, ils parlent d'arabe, ils se présentent comme arabes. Comme si en France, pour que le discours soit accepté, il faut parler d'arabe. Il y a une pression terminologique et une pression culturelle aussi qui les oblige quelque part à dire qu'ils sont arabes pour qu'on entende si je peux dire, leur discours. Et je l'explique ainsi, même si euh, je, dans la sphère privée, ils se présentent comme berbères ou comme kabyles. Mais dans les médias français, ils se disent arabes. Donc, on a beaucoup d'exemples aujourd'hui de maghrébins qui interviennent dans les médias français et qui parlent et qui se disent arabes et se présentent comme arabes. Donc, je pense qu'il y a une pression sociale et une pression politique. est-ce qu'il n'y avait pas eu aussi un raccourci d'appellation? Parce que, par exemple, j'ai un peu l'impression que souvent il y a, une assimilation, enfin une assimilation, on oui, effectivement, on assimile dans l'idée, musulmans et arabes. C'est comme l'islam vient du monde arabe et cetera et par exemple à La Réunion, il y a une fraction de la population qu'on appelle les Arabes avec un Z et qui sont par exemple, des gens qui sont venus d'Inde, des musulmans qui sont venus d'Inde et qui pratiquent. Est-ce que donc il y a peut-être cet aspect-là et peut-être effectivement, concernant Napoléon III, ce que vous souleviez, c'est que effectivement, il se voyait peut-être être un gros trait d'union sur l'ensemble, entre l'Europe et l'ensemble du monde arabe, puisqu'il y avait le projet du canal de Suez notamment, etc. Et peut-être que c'était juste effectivement, c'était pratique, parce que ça parlait facilement aux gens et qu'en même temps, il y avait un projet politique derrière, en réalité. Euh, Quand pardon, oui? Oui, pardon, oui. Et j'avais une autre question, c'était, manifestement, notre ministre, de l'intérieur, monsieur Retailleau, a quand même une grosse obsession, pour l'Algérie. Alors bon, il y a des événements, il y a des éléments
qui nourrissent ça, les histoires des refus d'OQTF, etc. Mais on peut en avoir aussi avec d'autres pays du Maghreb. Manifestement, il fait vraiment une grosse fixette sur l'Algérie. Qu'est-ce qui, d'après vous, explique ceci? Alors, sachant que M. Retailleau participait à une vision très biaisée de l'histoire française par ailleurs, il était quand même dans l'équipe du Puy du Fou, si j'ai bien compris, si je me rappelle bien. Que voulez-vous que je vous dise? Je pense il parle aussi à une certaine catégorie de la population française et il a des objectifs, politiques, il veut les atteindre, comme c'est le cas des Zemmour, comme c'est le cas de Mélenchon. Chacun essaye d'avoir les voix dont il a besoin, pour arriver au pouvoir. Donc c'est comme ça que je l'explique, pour arriver à, réaliser ses objectifs, politiques. Concernant ce que vous dites sur, l'île de la Réunion, c'est cela? C'est ça, ouais. Personnellement, quand j'ai fait ce travail sur, la relation des Berbères à leurs, origines, à leur histoire et pour expliquer ce rejet de ces origines chez une grande partie, mais pas toutes évidemment. Il faut toujours savoir qu'il y a beaucoup qui défendent, leur histoire et leurs origines et de plus en plus d'ailleurs et je le souligne avec un grand plaisir et avec aussi une grande satisfaction. Je me suis posé la question pour voir si on peut retrouver ce phénomène chez les autres, populations, qui ne sont pas arabes, mais qui se sont islamisées. On peut le retrouver, mais pas avec la même ampleur. Par exemple, on le retrouve, également, en Inde, chez certaines populations qui se disent, musulmanes d'origine arabe, même s'ils sont indiens, leur teint montre qu'ils sont indiens. On peut le retrouver aussi, chez certaines, familles, en Iran, par exemple, étant donné que pour avoir, le pouvoir social, chez les chiites aussi, il faut avoir des origines arabes et on se rappelle de Nasrallah, qui prétendait être un des descendants du prophète. Donc l'idée qu'avoir des descendants, avoir des liens de sang avec le prophète persiste aujourd'hui encore. Le calife autoproclamé de Daesh, en 2014, s'est présenté comme un Quraïchite, c'est-à-dire aussi de, la tribu du prophète. Donc le phénomène existe aussi chez d'autres, populations. On le retrouve en Afrique subsaharienne et là-dessus, on peut consulter le livre de, j'ai oublié son nom, mais je l'ai cité dans mon ouvrage. Son livre, il porte le titre Nos ancêtres les Arabes. Excusez-moi. Il parle et donc il porte le titre, Nos ancêtres les Arabes. Pardon. Vous inquiétez pas. D'ailleurs, je tiens à saluer votre courage parce que je sais que vous êtes assez malade et vous êtes parmi nous. Donc Merci. voilà. Donc son livre porte le titre Nos ancêtres les Arabes et il parle des populations, subsahariennes. Autrement dit, des populations typiques, de l'Afrique, mais qui se disent arabes et il a donné certains exemples de certaines familles, qui, comme il l'explique lui, pour qu'elles échappent à l'esclavage, elles étaient obligées de dire qu'elles étaient arabes, musulmanes arabes. Non seulement musulmanes, et parce qu'un musulman, normalement, on ne peut pas le soumettre à l'esclavage, mais en plus de cela, des descendants du prophète. Pour échapper à l'esclavage, mais aussi avoir une situation sociale élevée. Et ce phénomène, on le retrouve aussi en Kabylie, avant les années 1980. Il existait jusqu'aux années 1980 et pourtant, ceux qui se disaient arabes parlaient le kabyle
mais ils se disaient arabes, ils se disaient descendants du prophète, alors qu'ils parlaient kabyle, pour dire que ce phénomène est beaucoup plus large que ce que l'on pense, même si je pense qu'en Afrique du Nord est beaucoup plus important, car il y a eu un pouvoir politique dès les premiers siècles de l'islam où on a essayé justement de mettre en place cette idée comme quoi les populations, un musulman, pour être un bon musulman, il faut qu'il soit arabe. Et personnellement, j'ai expliqué cela par la doctrine malikite. La doctrine malikite est la première doctrine juridique de l'islam sunnite. Et c'est Malek, son fondateur est Malek ibn Anas, qui a vécu au 8e siècle à Médine. Et Malek ibn Anas a, a, a- a réagi euh, pour construire son école juridique, a réagi à un juriste qui vivait en Irak. Et ce juriste irakien, il voulait que dans le domaine juridique, qu'il ait le droit de se référer, en plus des textes coraniques, à sa pensée humaine. Donc ce juriste irakien, on est au 8e siècle, a Mmh. dit, moi j'ai les textes coraniques comme une source de législation, mais j'ai aussi ma pensée humaine. Et son école, d'ailleurs, en arabe, on l'appelle l'école de l'opinion du juriste. Donc, il y a le Coran et l'opinion du juriste. Et Malik ibn Anas a évidemment refusé cette théorie, cette école, et il a réagi, il a construit une autre école qu'on appelle l'école du hadith. Hadith, c'est les paroles du prophète. Et Malik ibn Anas, qui était un juriste de Médine, donc a réagi pour dire qu'un juriste doit se référer au Coran, et s'il ne trouve pas de réponse dans le Coran, il doit se référer au hadith, donc aux paroles du prophète. Et s'il ne trouve pas de réponse dans les paroles du prophète, il doit se référer aux compagnons du prophète et à leur tradition. Et, et s'il ne trouve pas de réponse dans cette troisième source, il doit se référer aux habitudes des gens de Médine. Ainsi, Malek, c'est ce que j'explique dans un autre ouvrage que j'ai intitulé Islam, quel problème, les défis de la réforme. Ainsi, Malek a fait de Médine, la ville du prophète, là où le prophète a vécu, là où il a construit sa première société, il a fait de Médine un modèle de société à suivre pour tous les musulmans. Donc tous les musulmans sunnites, s'ils veulent construire leur société et l'organiser, ils doivent se référer au Coran, au hadith, aux compagnons du prophète et prendre Médine comme modèle de société. Et la pensée n'intervient qu'en dernier recours. Or, dans ce cas, pour arriver à cela, il faut donner il faut présenter Médine avec, comme, il faut la présenter comme une société supérieure et les Médinois comme des gens supérieurs, ceux qui connaissent le mieux la religion, ceux qui comprennent mieux le Coran, ceux qui ont vécu avec le prophète, ceux qui ont des relations de sang avec le prophète. Donc, j'explique dans mon ouvrage que Malik a donné une supériorité aux musulmans arabes par rapport aux musulmans qui n'est pas arabe. Et les Maghrébins, et dans toute l'Afrique, si vous regardez aujourd'hui la carte de la religion, vous allez réaliser que en Afrique, les Africains sont pratiquement tous malékites. Donc, dans mon ouvrage, je dis que l'explication de ce rejet de soi vient d'un dénigrement de soi, un regard négatif sur ce qu'on est, qui est dû aussi à cette théorie malékite qui a été adoptée par les Africains et par les Maghrébins. Donc, dans mon ouvrage, je dis, les Maghrébins ont adopté une théorie qui donne une supériorité aux Arabes sur les autres musulmans. Évidemment, tous les Maghrébins ou tous les Berbères qui voulaient accéder à cette supériorité ont prétendu être des Arabes. Donc voilà une autre explication qui est d'ordre théologique. Donc dès le départ, j'ai dit qu'il y a des facteurs historiques, mais aussi des facteurs théologiques et des facteurs de pouvoir. Donc
on a plusieurs facteurs, mais je pense que ce facteur, théologique est très, très, très important avec le facteur, politique, qui est celui du pouvoir, qui sont Razika, liés d'abord, excusez-moi, qui sont, d'ailleurs très liés. mmh. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça me rappelle, dans un autre contexte, hein, qui est tout autre, justement le phénomène des, heu, faux Parisiens, c'est-à-dire des gens qui habitent en Île-de-France et qui, quand ils sont à l'étranger, on leur demande d'où ils viennent, ils disent de Paris. Parce qu'ils ont l'impression que leur ville de banlieue n'a pas autant de prestige que la capitale et donc en fait, tout le monde habite à Paris, alors qu'en fait, ils peuvent habiter même à 50 ou 60 ou 80 kilomètres de Paris, être juste en région parisienne, mais alors que quand ils sont en France, ils ne se diront jamais parisiens. Ils revendiqueront leur identité, donc il y a une Mmh. espèce d'écrasement, par Paris des autres identités, vis-à-vis de l'extérieur et je me demande si on n'est pas dans un même phénomène aussi sociologique, c'est-à-dire que dès lors qu'il y avait une société supérieure, bah, tout le monde préfère dire: «Je viens de là» que «Je viens de la banlieue» entre guillemets de l'Arabie, si on pouvait, C'est un schématiser, phénomène, hein. C'est un heu, phénomène qui a été, repéré en France aussi, ça ressort des travaux de Bruno Dumézil, donc sur les périodes, des invasions, dites, barbares, où effectivement il s'était rendu compte, en analysant des tombes, qu'en fait il y avait une partie de gens qui étaient, gallo-romains, qui se réinventaient, qui germanisaient leurs prénoms, qui se réinventaient toute une symbolique parce que il y avait des régions où globalement, bah, c'était plus porteur politique, quoi. mmh. C'est un peu Alors le même phénomène. C'est vraiment pour penser beaucoup à ça, mmh, Oui, indépendamment du côté religieux, bon, effectivement, voilà. On a une question de Marco, pour vous, madame Anani. Il dit: «Est-ce que vous connaissez Histoire de la Kabylie de Youssef Zirem? Si oui, qu'en pensez-vous et connaissiez-vous cet auteur?» je connais de nom, mais je n'ai pas lu son livre, donc je ne pourrais pas dire grand-chose, Bon, sur son livre. alors, j'avais, justement, une question. Comment, alors vous, vous avez écrit, vous en avez parlé, puisque justement j'allais en parler à la fin de cet ouvrage sur la réconciliation, hein, parce que c'est important que les gens se réconcilient avec leur histoire et leur identité. Parce que malgré tous les débats, sur l'identité, l'identité c'est de là où on vient, hein. C'est important de savoir, de toujours se rappeler de là où on vient pour savoir là où on va. Parce que quand on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Ça paraît une banalité de dire ça, mais c'est une réalité et même nous, Français, quand on oublie notre propre histoire, on a du mal à définir un cadre de là où on veut aller et comment on peut arriver à un cadre, de travail qui soit serein justement pour réconcilier, les mémoires franco-algériennes sans tomber dans des oppositions stériles? Mmh. Je pense, qu'il faut juste, que l'histoire soit, raconte l'histoire telle qu'elle elle s'est déroulée réellement et sans rentrer dans des querelles, des querelles politiciennes et des querelles, idéologiques et c'est ça qui fait, que toutes ces tensions existent aujourd'hui. Je pense que l'histoire, si on la regarde telle qu'elle est et qu'on la raconte telle qu'elle est, il n'y a pas de raison heu, de de se bagarrer, si je peux dire et d'autant plus que l'histoire, le rôle de l'histoire, c'est de nous permettre de savoir ce qui s'est passé dans le passé pour qu'on puisse construire un avenir serein et non pas pour, la falsifier et pour, l'utiliser, pour, la manipuler pour lui faire dire ce que nous, on a envie qu'elle dise. Il faut laisser l'histoire dire ce qu'elle a à dire elle, avec les éléments, qu'on peut avoir. D'ailleurs, un historien, normalement, il fait parler les éléments, historiques qu'il a devant lui et non pas lui qui fait parler les éléments, heu, ou qui fait parler le ou qui les fait parler. Certes, l'historien, il peut trouver un vide où il n'y a pas d'éléments historiques qui lui permettent de dire ce qui s'est passé pendant cette période-là. Il fait appel à son imagination, c'est connu dans le travail d'un historien, mais un travail de l'imagination qui doit rester très logique,
pour qu'ils nous permettent réellement de, je veux dire, très logique, qui lie ou qui relie les 2 parties, qu'on connaît et qui pour remplir un peu le vide là où on n'a pas d'éléments. Mais il faut que ce travail soit un travail très sérieux, très sincère et très logique. Oui, non, c'est important. Alors, on a parlé de ce livre, donc je veux pas écorcher, le livre. La nécessaire réconciliation, heu, c'est donc alors je sais pas où est-ce qu'il y a si j'ai bien compris, il y a eu plusieurs éditions, hein, du livre et il a été réédité, quelques fois. Est-ce que vous avez un mot justement, pour aussi bien le public, hein, d'origine, maghrébine qui voudrait pouvoir mieux comprendre sa propre identité parce que et pas, rester dans une identité fausse qui serait, construite par une partie, de la droite dure en France, mais aussi fausse par la propagande d'Alger, donc au final que eux mêmes ne connaissent plus réellement, leur identité, qu'est-ce que pourrait leur encourager? Mais aussi pour, le public français qui aimerait comprendre la réalité au-delà des clichés, justement. Hem, Ce que je peux dire, c'est de s'intéresser à l'histoire, lire les livres des historiens et ne pas se contenter d'écouter les politiques, ce qu'ils disent, sur les réseaux sociaux et comme c'est le cas, par exemple, du texte de Zemmour qui a été malheureusement, publié après par certains médias, alors que c'est un texte qui est un texte, qui ne dit rien de correct sur l'histoire, rien d'historique réellement et par exemple, dans l'article que j'ai écrit, j'ai fait allusion à certaines gravures, certaines peintures, qui ont été réalisées par des artistes, de l'Europe du Nord d'ailleurs, heu, au 16e, 17e jusqu'au début 18e qu'on peut utiliser justement, comme, éléments historiques, qui nous permettent de réaliser qu'à ce moment-là, à Alger, il y avait une ville qui a été bien construite, contrairement à ce que dit, Zemmour. Quand on l'entend dire, qu'en Algérie, il y avait rien du tout, il y avait que des marécages et cetera. Alors qu'on a c'est cela que j'appelle les éléments historiques. On a des peintures de peintres, d'artistes qui étaient sur, des bateaux, hem face à la ville d'Alger, donc ils ont peint cette ville et ce sont des éléments historiques importants qui montrent qu'il y avait une ville bien construite. Il y a, par exemple, à Alger, quand, le métro d'Alger, quand on construisait le métro d'Alger, l'entreprise qui travaillait sur ce projet a découvert qu'il y avait toute une ville aussi, l'ancienne ville d'Alger et les Algériens les Algérois notamment étaient, agréablement surpris de voir toutes ces, les vestiges, archéologiques, découvertes sous leur terre, sous leur maison, sous leurs pieds. Donc il y a des éléments historiques qu'il faut, utiliser et chacun de nous est responsable de lui-même et de ses connaissances. Donc, aujourd'hui, on a toutes les possibilités, d'aller faire un peu de recherche soi-même pour découvrir certaines choses. Je vous parle d'un monde, qui est l'histoire et le travail, historiographique, mais moi je ne suis pas historienne en réalité. J'ai fait des études de philosophie, mais je questionne, certains éléments, pour comprendre. Donc chacun de nous a, cette responsabilité vis-à-vis de ses propres connaissances et de ses propres propos et de ce qu'il veut, dire aux autres. Et justement, quand des gens me posent des questions sur un domaine sur lequel je n'ai pas travaillé, et
je ne peux pas répondre à votre question parce que je n'ai pas travaillé sur ce domaine et cela doit être et également une règle à toutes les personnes. Quand on n'a pas d'éléments qui nous permettent de parler d'un sujet, il vaut mieux dire: «Je ne peux pas parler de ce sujet» ou «Je vais aller voir de plus près après pour voir ce que je peux dire». C'est important, ça fait partie de la sincérité envers les autres. Et un homme politique ou une femme politique doit avoir quand même un peu de cette sincérité envers son public. Oui, parce qu'on alors on n'a pas évoqué ça, mais il y a quelque chose quand même qui est une évidence. La ville de Constantine, elle est nommée pas à cause d'un empereur romain, c'est-à-dire que une partie de l'Algérie et du Maghreb a fait partie de l'Empire romain. Mmh. Empereur romain qui était né en Serbie, donc pas en Italie, et donc on voit que toute cette population romaine, alors il ne s'agit pas de faire l'apologie de l'Empire romain, mais a une histoire commune puisque, Constantine ne s'appellerait pas Constantine s'il n'y avait pas eu un Serbe, empereur romain qui avait décidé, ben, serbe aujourd'hui, heu heu, décidé, de nommer la ville comme ça, et donc c'est important, ça veut dire qu'il y a une construction de civilisation bien antérieure effectivement à l'islam, qui existe déjà. Alors on sait que la Méditerranée, il y avait beaucoup, beaucoup d'échanges culturels et maritimes et commerciaux en Méditerranée. Mais c'est vrai que d'un seul coup, heu, c'est, on a, la vague islam qui arrive et tout disparaît. On va dire cette histoire est gommée, et vous parlez des vestiges, mais oui, on sait que sur tout le pourtour méditerranéen, on trouve des vestiges, des colonnes. Alors c'est très impressionnant quand on va dans les pays, de l'ex-Yougoslavie où, la moindre vieille ville, on se retrouve avec des colonnes romaines et grecques et Mmh. de partout, et on voit justement l'importance de de cette culture qui s'est répandue sur tout le bassin, méditerranéen. En Turquie, c'est très net. En Turquie, le moine Jardin une statue géante, je me souviens comme ça, c'était, je suis allé visiter Éphèse, donc qui est une ville gigantesque, donc à côté, d'Izmir, et le taxi qui nous emmène jusqu'au site d'Éphèse nous dit: «Je vais vous faire un détour». Alors au début, on est un peu inquiet. Et où est-ce qu'il nous emmène? Et donc il va derrière des maisons et d'un seul coup, on voit par terre un temple géant qui était le temple de l'oracle Apollon avec des statues par terre comme ça dans le jardin, ben derrière des pavillons, mais gigantesques d'Apollon, et donc voilà, il nous dit: «Voilà, voilà, c'est le patrimoine», et en fait, et après quand on observait, du taxi, on voyait un peu partout comme ça des vestiges, alors que pourtant c'est devenu après l'Empire ottoman, et donc cette, mais ça existe, et donc c'est vrai que c'est important, de rappeler, ces racines historiques qui, Oui, en fait, ne n'ont pas commencé, comme vous l'avez dit, au 7e siècle et ne se sont pas finies au 7e siècle. oui, les c'est pareil, il y a aussi les gens, enfin les tenants bon, du christianisme et cetera, devraient, ne pas oublier par exemple saint Augustin qui est natif, qui est natif, effectivement de ce qui est aujourd'hui l'Algérie puisque il était à Et qui Hippone, était ce qui berbère, qui était oui voilà, berbère. exactement, oui, tout à fait. Mmh. C'est voilà, donc du coup, c'est vrai que l'histoire est plus complexe que ce qu'on voudrait, résumer en fait, en Eric, tu es fausses en train de dire que dépositions. tous les parents de Français de souche qui ont appelé leur enfant Augustin, en fait, ils auraient pu l'appeler Mohamed. Non, parce que, si c'est les parents berbères, ils l'appellent Augustin alors Non, pourquoi non, pas? non, mais je sais, mais tu comprends la Tertullien boutade? était berbère également. Mmh. Tertullien était berbère également. Oui, oui, oui. Oui, non, mais tout à fait, mais c'est important de recontextualiser parce qu'on a l'impression, en gros, qu'en France, à part Zinedine Zidane, il n'y a pas eu d'autres, Algériens célèbres, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est vrai que c'est important de reconstruire et de faire le travail que vous avez fait parce que sinon, ça laisse la voie à des gens comme Éric Zemmour de construire un récit, mais qui est une histoire, qui est une histoire qui lui plaît et qui lui permet de vendre sa soupe, mais qui n'est pas l'histoire avec un grand H. Ouais. Ah, est-ce que vous avez un mot de conclusion, Razika? Merci pour votre invitation. Écoutez, vous êtes toujours la bienvenue.
Merci beaucoup. J'ai vu aussi que vous avez fait j'encourage, les gens à consulter votre site. Vous avez fait un très bon texte aussi, sur, Giorgia Meloni en Arabie Saoudite et justement la complexité, Mmh. les renoncements et ce que ça veut dire. Hem et je pense que moi je serais j'aimerais bien qu'on puisse en parler. Alors Zinedine est un dieu grec. Bon, on dévie. Je ne sais pas, mais pour la France, il a représenté une victoire, suffisamment importante que je pense parce qu'il sera probablement dans la future histoire française dans 200 ou 300 ans, il sera complètement francisé. On dira qu'il est pas du tout, il avait aucune origine, il était français tout court, voilà. Non, mais c'est le propre de l'histoire parfois de gommer l'ancienne histoire des gens et justement de se l'approprier complètement quand ça nous arrange. Heu et les Français diront Oui, que Charlemagne est un roi français, alors que Charlemagne pour moi est un roi allemand. Mais bon, non, germain. Voilà, c'est vrai que c'est toujours, compliqué. Hem, Ce qui est sûr, c'est merci beaucoup, madame Adnani. Merci à vous. Merci Eric, merci à tout le monde.